Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire qui aujourd'hui va être centré sur la gestion flexible chez Optigestion au travers de son fonds Optigest Patrimoine. Alors, nous allons présenter Xavier Gérard avec Nicolas Domon, des gérants, avec une équipe collégiale autour de nous. Peut-être au préalable, vous préciser l'élément disclaimer qui encadre cette présentation. Alors, quelques mots peut-être sur Optigestion pour ceux qui ne nous connaissent pas ou peu. Et donc, Optigestion est une société de gestion créée en 87 qui est indépendante. Son capital est détenu par des associés, 100%. La caractéristique peut-être principale d'Optigestion, c'est que les gérants ont des intérêts très alignés avec les clients par le fait que une bonne partie de nos actifs financiers sont investis dans les fonds que nous allons vous présenter, dont Optigest Patrimoine. Chez Optigestion également, nous sommes très concentrés sur l'analyse des grands changements structurels sur la planète et qui doivent se traduire par l'identification de sociétés leaders sur leur secteur, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous suivons environ 200 sociétés qui nous servent de stock picking. Mais aujourd'hui, nous allons vous présenter la gestion dite flexible. Les temps que nous vivons actuellement sont complexes et le processus que nous utilisons est le suivant. Nous partons d'une analyse de l'environnement macroéconomique à partir duquel nous tirons une synthèse et nous déterminons le niveau de risque qui se trouve dans le marché. À partir de là, nous qualifions la période dans laquelle nous nous trouvons, soit en mode risk-on, c'est-à-dire où là, on va prendre le maximum d'exposition, notamment aux actions, ou risk-off, période dans laquelle nous allons plutôt privilégier la prudence. C'est la caractéristique principale d'une allocation flexible. Dans le cas d'Optigest Patrimoine, nous avons statutairement pris les bornes suivantes et nous évoluons, et on va vous le présenter aujourd'hui, nous évoluons avec les paramètres suivants. Le cash entre 0 et 70%, donc c'est une très grande flexibilité. Quand je dis le cash, c'est bien sûr l'ensemble des positions de devises, des fonds monétaires, par exemple. Pour ce qui est des obligations, nous ne sommes jamais en dessous de 30%. Et nous pouvons aller jusqu'à 70% d'obligations. Donc là aussi, une borne très large. Enfin, pour les actions, nous avons aussi une borne relativement large de 0 à 70%. Ce n'est pas un fonds qui peut s'exposer à 100% actions, mais tout de même 0 à 70%. Et une fois qu'on a fait cette allocation, nous la mettons en place, nous suivons les performances et nous pilotons le risque. Et on vous présentera tout à l'heure quelques éléments de pilotage du risque utilisons pour le fonds. Alors peut-être on va démarrer pour entrer directement dans la gestion d'Optigest Patrimoine par la position gestion du cash. Alors sur le cash, comme nous vous l'avons dit, nous avons un regard très large sur l'environnement mondial. Je vous présente ici, par exemple, depuis 2013, donc nous avons presque 10 ans de données. La courbe en bleu, c'est la courbe de l'appréciation du dollar américain sur 10 ans par rapport à l'euro. 25%, c'est très significatif. C'est lié au fait que, comme vous le savez, probablement, le dollar est une référence mondiale en matière de réserve de change. 60% des réserves de change. Et la politique menée aux États-Unis, la croissance américaine, la part dans l'innovation mondiale a fait que cette devise et des taux préférentiels a fait que cette devise a été recherchée. Donc 25% d'appréciation par rapport à l'euro. La deuxième monnaie qui nous intéresse, que nous suivons depuis très longtemps, c'est une monnaie
qui a vocation à se renforcer dans les années qui viennent. Il s'agit du RMB. RMB, c'est donc la monnaie chinoise, le yuan, qui représente actuellement 3% de la monnaie en circulation dans le monde, alors que la Chine représente désormais 20% du PIB mondial, et peu ou prou le poids du PIB, c'est un peu plus que l'Europe, un peu moins que les États-Unis. Et le gouvernement chinois ne s'en est pas caché, avec la Banque centrale de Chine, de mener une politique monétaire très efficace pour faire du RMB une devise de référence. Donc, assorti avec des taux, là encore, attractifs, on parle de 3% sur le 10 ans chinois, on va y revenir plus tard, la devise chinoise s'est appréciée de 20% là encore par rapport à l'euro. Quant au franc suisse, comme vous le savez, pays plus petit mais extrêmement bien géré, très faible endettement, noté AAA mondial, c'est une monnaie qui a toujours fonctionné comme monnaie refuge et elle joue très bien son rôle. Et depuis 10 ans, là encore, l'appréciation du franc suisse a été de 20%. Alors, traduit chez Optigest Patrimoine, nous suivons donc l'exposition du fonds. Voilà, vous avez depuis 2019, pour vous présenter à l'époque, la partie bleu foncé en bas, c'est l'exposition à l'euro, 45%, 34% le dollar, 10% la monnaie chinoise et 2% le franc suisse. Et vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, on vous a donné les données actualisées cette semaine, l'euro est à 28%, donc l'euro a baissé dans son exposition dans le fonds patrimoine. Nous avons par contre 41% de monnaie américaine, dollar, et la monnaie chinoise, 27%, et le franc suisse, 5%. Donc vous voyez que le premier élément de flexibilité pour Optigest Patrimoine, c'est son exposition aux devises. Nous essayons de capter de la performance par les devises. Alors nous allons aborder maintenant la deuxième catégorie d'actifs très importants qui sont les obligations. Le marché obligataire, c'est l'un des marchés financiers les plus importants au monde, puisque c'est un marché qui permet notamment de financer tout l'endettement par définition. Alors, un petit retour sur les 20 dernières années. Il y a 20 ans, là, on a pris ici la rémunération du 10 ans américain. En haut à gauche, si vous étiez porteur d'obligations il y a 20 ans, vous auriez touché un coupon de 6,7% par an. Et vous voyez que ce rendement a eu tendance à baisser sensiblement tout au long des 20 dernières années pour atteindre le point bas récent en avril 2020 de 0,5%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période? C'est que globalement, les années 2000 à 2020 ont été les années où la planète a pu capitaliser sur sa globalisation, et notamment des coûts à l'importation des produits provenant beaucoup de Chine, notamment, et qui ont permis de réduire, voire de faire disparaître, dans certains cas, l'inflation. Alors, cette baisse d'inflation, combinée à un deuxième paramètre très important qui est intervenu en 2008, la fameuse crise financière très importante qui a imposé aux banques centrales d'abord de venir en soutien des banques, d'une manière générale, et ensuite au niveau des États pour les accompagner dans notamment l'endettement, la gestion de l'endettement. Il a fallu donc procéder à une baisse des taux pour permettre au système de se financer. Alors ça a été très profitable aux obligataires, puisque vous voyez en bas, la courbe en rouge, c'est la courbe du marché obligataire mondial, traduite en euros, qui a permis à un porteur d'obligations de gagner 4% par an sur 20 ans. Donc c'était tout à fait intéressant, d'autant que la prise de risque était limitée. Il s'agit d'obligations à l'époque notées AAA, les 10 ans américains. Alors, par contre, ce marché obligataire
s'est bien transformé récemment. Donc, depuis avril 2020 jusqu'à aujourd'hui, changement complet de paradigme, forte correction du marché obligataire. Le marché obligataire mondial a perdu plus de 11% en l'espace de à peine 2 ans. Donc, là où l'obligataire avait un rendement et une appréciation de son capital pendant 20 ans, il doit faire maintenant face à cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Les taux, la courbe du haut, sont passés de 0,5, 0,6 à 3,10. Ça, je parle ici de l'obligation américaine, 10 ans américaine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans cette période, vous avez eu le Covid. Le Covid a contraint les banques centrales à émettre beaucoup de soutien monétaire notamment, beaucoup de liquidités dans le système. Comme vous le savez, le taux d'épargne a été très important en 2020, 2021. Beaucoup des sociétés, notamment de services, étaient fermées et donc on a eu une constitution importante d'épargne. Alors, lorsque le système s'est réouvert progressivement à partir de la mi-2021, on a vu un afflux de demandes par rapport à l'offre et donc une pression inflationniste est apparue. Cette pression inflationniste est de très très grande ampleur puisqu'on parle, les derniers chiffres sont de 8% aux États-Unis et de 5% en Europe. Et ce matin, en Chine, on a confirmé également une émergence d'inflation. L'inflation est actuellement le problème numéro 1 au centre des débats dans les banques centrales. Donc aujourd'hui, on fait monter les taux et donc ça a eu un impact sur le marché obligataire avec une correction très forte. Alors, pour ce qui est d'Optiges Patrimoine, nous avons identifié et travaillé sur les pays dans lesquels les obligations où les taux ne remontaient pas, où les taux étaient relativement stables. J'en ai déjà parlé à propos des devises. Le pays au monde où les taux sont restés stables sur les 2 dernières années, c'est notamment la Chine. La dette souveraine chinoise est restée autour de 2,83%. C'est donc là où nous avons concentré l'essentiel de nos investissements pour la partie obligataire. Et vous voyez la courbe en verte, donc une très grande surperformance des obligations d'État. Il s'agit d'obligations d'État souveraines en monnaie locale, en RMB, très supérieure en performance par rapport à l'indice obligataire mondial. Voilà pour la partie obligataire. Maintenant, on va aborder la troisième classe d'actifs, qui est la classe des actions. Petit retour en arrière sur les actions. Alors, sur les actions, vous avez sous les yeux, depuis 2001 à 2022, 20 ans d'histoire. Cette courbe, c'est la courbe de l'indice mondial des actions, sa progression. Malgré un environnement incroyable pour ceux qui suivent l'actualité depuis longtemps, la bulle Internet, bien sûr, la crise des subprimes en 2008, la dette grecque résolue en dette 2011, le Brexit, tout de même un phénomène majeur, un accident de politique monétaire en 2018 assez important, la crise du Covid, plus grave crise sanitaire, et enfin, plus récemment, la combinaison de la politique de la Fed et des banques centrales beaucoup plus restrictives, le conflit ukrainien qui est plus récent et le Covid chinois qui a un impact très important sur les chaînes logistiques. Donc, malgré tout ça, le marché mondial a généré une performance de 5% annualisée sur plus de 20 ans. Donc, les actions, ça reste un actif qu'il faut absolument détenir. Maintenant, le prix d'une action se détermine aussi toujours en relation avec une obligation. Ici, l'objectif de ce graphe, c'est de vous montrer que dans la période de 2000 à 2008, vous voyez que le rendement obligataire, la courbe en bleu, d'en haut, vous permettait de ne pas forcément vous exposer fortement aux actions. La courbe en jaune, c'est la courbe du rendement du free cash flow. Le free cash flow, c'est lorsqu'une entreprise a tout payé, c'est ce qui reste pour l'actionnaire. Ça peut être servi sous forme de dividende, ça peut être remis dans le bilan, peu importe. Mais ce free cash flow, vous devez toujours le comparer au rendement obligataire. Vous voyez que de 2000 à 2008,
cette courbe de free cash flow était comparable, voire inférieure au rendement obligataire. En revanche, avec l'effondrement des marchés en 2008 et surtout au lendemain de la crise de 2008, l'effondrement des taux obligataires, on en a parlé tout à l'heure, vous voyez que l'écart de rendement entre un free cash flow et le rendement obligataire s'est reconstitué autour de 9%, la courbe en verte que vous voyez en dessous. Donc, on peut dire, pour résumer, que depuis 2009, un actionnaire a été très bien rémunéré et il était très important de détenir des actions. Alors, on voit que même aujourd'hui, avec la remontée des taux, on est passé de 0,5 à près de 3%, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'écart s'est réduit. L'écart s'est réduit, le free cash flow aujourd'hui représente 4%, une rémunération de 4%, les obligations de 2,9%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, ça peut emmener la correction, ça explique en grande partie la correction des grandes valeurs dites de croissance. Dans les actions, vous avez deux catégories majeures, si on veut les résumer. Vous avez les actions dites de croissance, les valeurs des sociétés qui ont une capacité à faire 2 à 3 fois la croissance mondiale, et vous avez des sociétés dites défensives, value, cycliques et autres, qui généralement se caractérisent par beaucoup moins de croissance, mais et sont également moins chères en termes de multiples. La courbe en verte que vous voyez ici, lorsque la courbe progresse, c'est favorable aux valeurs de croissance. Lorsque, comme c'est la situation depuis le mois de novembre 2021, vous voyez la courbe qui baisse fortement, c'est favorable aux valeurs défensives. C'est le mouvement, les défensives l'entraînent sur les valeurs de croissance. Par rapport à cela, que fait Optigest Patrimoine? Alors, vous voyez ici, on vous a mis sur les dernières années la répartition dans les actions des valeurs de croissance par rapport aux valeurs défensives. Vous voyez que en 2020, par exemple, lorsque les marchés étaient très favorables aux valeurs de croissance, l'exposition aux valeurs de croissance d'Optigest Patrimoine a été de 77% au sein des actions et 23% pour les valeurs défensives. Mais la rotation très forte qui a lieu aujourd'hui fait que la situation à aujourd'hui, nous avons 56% de valeurs défensives dans le portefeuille, dans le fonds, et nous avons 44% de valeur de croissance. Donc, vous voyez, la flexibilité, deuxième trait de flexibilité majeure pour Optigest Patrimoine, sa capacité à aller trouver des opportunités. Alors, valeur défensive et valeur de croissance, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait que dans Patrimoine, il y a aujourd'hui 16% au sein de l'énergie, ça c'est dans les valeurs défensives, c'est essentiellement le pétrole notamment. La consommation de base, 5%, la santé, 12%, les matériaux, 8%, les télécoms et utilities, 7%. Vous voyez donc une énorme proportion de titres défensifs. Les valeurs de croissance, technologie de l'information, finance, consommation discrétionnaire et data centers représentant maintenant 44%. Donc, nous avons évoqué l'élément de flexibilité sur les actions. Si on veut faire maintenant un résumé pour Optigest Patrimoine de l'évolution de ce profil risk-on, risk-off, disons qu'en mars 2020, lorsque la crise sanitaire la plus grave depuis un siècle s'est déclenchée, nous étions à 73% en cash, c'est la partie bleue, 14% en obligations et 13% en actions. Ça montre que nous utilisons les bornes de flexibilité. Nous étions par contre au mois de janvier 2021, au moment où on commence à réouvrir l'économie après la crise du Covid, à 65% actions, on était pratiquement au maximum, 31% d'obligations et 4%. Donc nous étions à ce moment-là en régime risk-on. Et actuellement, vous voyez que nous sommes entre deux eaux, en précisant tout de même que dans les 53% d'actions, comme nous vous l'avons dit, nous sommes majoritairement sur les valeurs défensives. Pensons garder cette exposition encore quelques mois. Le temps que les banques centrales luttent contre l'inflation, il faut impérativement parvenir à retourner les chiffres de l'inflation, peut-être dans les 2-3 trimestres à venir, à suivre notamment
dès cette semaine des indicateurs sur les prix aux États-Unis. Alors, nous avons donc maintenant le pilotage du risque. Nous avons bien sûr une gestion statutaire, mais je voudrais souligner un élément que nous introduisons dans toutes nos gestions, c'est la gestion par stop-loss. Au sein d'Optigest Patrimoine, pour chacun des actifs, que ce soit le cash, les obligations ou les actions, nous attribuons au moment de l'investissement, nous affectons un stop-loss. Les stop-loss peuvent être de 2% lorsqu'il s'agit de devises ou de fonds quasi-monétaires, de 4% sur des fonds obligataires avec une sensibilité relativement élevée. Ça peut être le cas, par exemple, des fonds de dette souveraine chinoise. 10% pour les valeurs actions défensives qui ont des volatilités réduites et 15% généralement affectés aux valeurs actions de croissance dont on a parlé tout à l'heure. Alors, exemple de stop-loss, on n'a pas voulu vous noter le nom de la société, mais ça s'est produit récemment sur une valeur de croissance et où le stop-loss s'est déclenché par 2 fois et le titre a été sorti du flux. Nous avons eu depuis 12 mois pas mal de stop-loss qui ont été activés. Voilà pour la partie stop-loss. Pour résumer sur nos performances à fin avril, le fonds à aujourd'hui était à moins 1,48% depuis le début de l'année. Ça contraste tout de même avec la catégorie des fonds dits flexibles qui est en moyenne autour de moins 6,5%. Donc cette année, en relatif, nous ne sommes pas satisfaits de la performance absolue, mais en relatif, les choses se passent assez bien. Voilà, je pense, dans le cadre du temps qui nous était imparti, vous avoir présenté le principe même de la flexibilité qui s'applique aussi bien aux devises qu'aux obligations, aux actions. Et nous pensons que dans la durée, la flexibilité est le moyen de protéger le patrimoine financier des porteurs. Voilà, merci pour votre attention. Et on va peut-être passer aux questions si vous souhaitez. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter ultérieurement. Vous avez tous notre contact pour émettre toutes vos questions. Si pas de questions en direct, on va vous laisser. Et merci de nous avoir écoutés et un peu de temps pour vous. Et toute l'équipe se tient à votre disposition, bien sûr, pour toutes les questions relatives aux souscriptions, tarifications, le fonds pouvant être souscrit depuis des assurances-vie ou depuis n'importe quelle banque. Voilà. Merci de votre attention et à très bientôt.